des deux, suivi d'un QRS, mais l'intervalle PR est allongé, supérieur à 0,20 secondes, c'est-à-dire supérieur à un gros carreau. Donc, normalement, le PR, c'est du début de l'onde P jusqu'au début du QRS, il ne doit pas dépasser un gros carreau. Ça, c'est le BAV de premier degré, c'est très simple. Il n'y a pas d'onde P bloquée. Toutes les ondes P sont suivies d'un QRS. Pour les BAV de deuxième degré, il y a des ondes P qui sont bloquées. Donc, certaines ondes P sont conduites, certaines ondes P sont bloquées. Par exemple, cette onde P, elle n'est pas suivie d'un QRS. Celle-là, donc là, il n'y a pas de QRS après. Là, il y a un QRS. Donc, chaque onde P, elle est suivie d'un QRS, mais certaines ondes P ne sont pas suivies de QRS, elles sont bloquées. Donc, on parle de BAV de deuxième degré. Dans le BAV de deuxième degré, on a deux types. Le type 1, ou le MOBIT 1, on remarque qu'il y a un allongement progressif du PR. Donc, le PR ici, il est là. Ensuite, le PR s'allonge et s'allonge encore jusqu'à ce que l'onde P soit bloquée. Et ça reprend. Il y a des périodes. Donc, le PR, il est variable, mais avec une certaine cadence claire. Donc, on a un allongement progressif du PR jusqu'à ce que l'onde P soit bloquée. Oui. Quelques jours plus tard, malgré les incidents au stade et menaçant de briser sous le charme. Pourtant, cette discussion avec son compagnon discute. Devrais-tu de nouvelles de Cher Noël? On peut continuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bloquer? Bloquer, c'est une onde P qui n'est pas suivie d'un QRS. Comme ici. Ça, c'est une onde P. Elle n'est pas suivie d'un QRS. Normalement, après chaque onde P, on a un QRS. Donc, P, absence de QRS, et une nouvelle onde P qui est suivie d'un QRS. Là, c'est une onde P bloquée. Là, c'est une onde P conduite. Donc, dans cette ECG, il y a les ondes P qui sont conduites avec un PR fixe, c'est le même PR. Et de façon inopinée, soudainement, une onde P qui est bloquée. Ça se voit dans le BAV deuxième degré. De type 2. C'est-à-dire au X2. C'est clair, j'espère. Donc, je reviens. BAV premier degré. Chaque onde P suivie d'un QRS, mais le PR est lent. Donc, on a une contraction ventriculaire. Oui, bien sûr, il n'y a pas de contraction ventriculaire. Donc, il y a juste la contraction auriculaire et pas de contraction ventriculaire juste après cette contraction auriculaire. OK, donc BAV premier degré, c'est juste un allongement du PR. BAV deuxième degré, c'est une onde P certaines ondes P qui sont bloquées, soit après un allongement progressif du PR, ça c'est le type 1, soit le PR est fixe et soudainement une onde est bloquée. Ça, c'est le type 2 qui est plus grave. Là, c'est un autre exemple où là, c'est une onde P qui est suivie d'un QRS, donc conduite, une onde P bloquée, non suivie d'un QRS, une onde P conduite, une onde P bloquée, une onde P conduite. Ça, on parle de BAV 2 pour 1. Donc, on a deux ondes P pour un QRS.
Là, c'est le BAV complet. Donc, comment savoir interpréter ce type d'ECG? Il faut voir que les ondes P ont une fréquence généralement régulière, comme les ondes P. Tac, 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 tac. Et les QRS ont une autre fréquence qui est généralement régulière, qui est indépendante des ondes P. Voilà, c'est une dissociation atrioventriculaire. Et vous remarquez, c'est un signe qui est très important pour savoir très rapidement que c'est un BAV complet, c'est le fait que l'onde P tombe n'importe où. Donc, l'onde P qui tombe sur le segment ST, l'onde P qui tombe sur le QRS, sur l'onde T, juste avant le QRS, ou juste sur le QRS. Donc, là c'est clair que c'est un BAV complet. Le PR est très variable, mais sans aucune règle. Il n'y a pas d'allongement progressif du PR. Donc, ça, c'est un BAV complet. Ça signe une dissociation complète entre la fréquence entre les oreillettes et les ventricules. Bien sûr, généralement, c'est une urgence. Le patient peut faire une mort subite à n'importe quel moment dans ces situations. Le P sur ST, oui, comme ici, l'onde P, elle est tombée ici. Donc, l'onde P, elle est tombée pratiquement sur le segment ST ou sur l'onde T. Donc, et ça signe généralement, généralement, c'est un BAV complet. L'onde P tombe n'importe où, donc il n'y a pas de relation claire entre les ondes P et les QRS. Une autre question. Une autre question sur les troubles de conduction à l'échelle sinusale. Donc, une trouble de conduction sinusaux. Est-ce qu'on dit que le rythme est quand même sinusal lorsqu'il y a un trouble de conduction sinusale? Là, ça peut être le cas ou non. Donc, sur cette ECG, on va voir à peu près comment. Donc, au début, on a un rythme sinusal sur cette ECG. Onde P, arrondi positif, onde 2, QRS, T. Donc, P, QRS, T, P, QRS, T. Donc, c'est un rythme sinusal. La fréquence, elle est un peu lente, 300, 150, 175, 60. Donc, une bradycardie sinusale. Donc, c'est un trouble, on dit dysfonction sinusale. Donc, les troubles de conduction à l'échelle sinusale, on les appelle dysfonction sinusale. Donc, dans la dysfonction sinusale, on peut avoir de la bradycardie sinusale. On peut avoir une pause sinusale. Donc, là, il n'y a rien, aucune onde P. Et donc, pas forcément, il n'y a pas de QRS. Donc, une pause sinusale. Là, le patient peut faire une syncope au cours de cette pause. Ensuite, on revient au rythme sinusal, P, QRS, T, mais de façon très lente, une autre pause, P, QRS, T. Ensuite, on a un QRS qui n'est pas précédé d'une onde P. Vous voyez ici, c'est des QRS, là, 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 des QRS qui ne sont pas précédés d'une onde P. Là, le rythme n'est pas sinusal. Là, c'est un rythme, ce qu'on appelle un rythme d'échappement. Donc, lorsque le sinusal n'arrive pas à décharger, il y a les structures sous-jacentes, donc la jonction auriculo-ventriculaire, le nœud auriculo-ventriculaire qui va décharger. Et dans ce cas, on n'aura pas d'onde P. Donc, on aura juste les QRS. C'est un rythme d'échappement jonctionnel où le rythme n'est pas sinusal. Donc, lorsqu'il y a une dysfonction sinusale, on peut avoir de la bradycardie sinusale, on peut avoir des pauses sinusales, et on peut avoir un rythme d'échappement jonctionnel ou même ventriculaire parfois. Une question, quelle est la traduction du BAV complet sur le plan clinique? Sur le plan clinique, le BAV complet, généralement, il peut donner des syncopes ou des pré-syncopes, ce qu'on appelle de l'hypothémie. Donc, le patient, il sent la sensation qu'il va tomber, mais il ne tombe pas. Ou bien, on peut avoir des BAV complets asymptomatiques en fonction du rythme d'échappement, en fonction du rythme ventriculaire. Si le rythme ventriculaire il est assez rapide, on peut avoir des BAV complets asymptomatiques. Si le rythme ventriculaire il est lent, donc le patient peut faire des syncopes ou bien de l'asthénie, juste une fatigue, etc. Mais dans toutes les situations, il faut agir.
généralement par une stimulation temporaire ou bien permanente en fonction de l'étiologie du béaba. Donc ça, c'est le côté rythmo. Ok. On passe maintenant. Il y avait une question sur les valvulopathies. Bon, les valvulopathies, c'est un peu compliqué puisque la question elle était très large. Donc, la question était quels sont les points communs et les différences entre les différentes valvulopathies. Donc, pour répondre à cette question, il faut revoir tous les cours, ce qui est impossible. Mais quelques remarques sur les différences et les points communs rapidement. Donc, pour les valvulopathies, il faut voir chaque cours à part dans la révision. Ensuite, essayer de comparer, de faire un tableau récapitulatif. Par exemple, donc, sur le plan physiopathologie, donc la différence entre rétrécissement, insuffisance, etc., insuffisance mitrale, rétrécissement mitral, de façon comparative. Comme ça, vous allez comprendre et retenir ces cours. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, par exemple, sur le plan étiologique, on a trois étiologies dominantes dans toutes les valvulopathies. On a l'étiologie dégénérative, c'est-à-dire liée à l'âge généralement. On a les étiologies congénitales, donc c'est les deux extrêmes, dégénérative chez les sujets âgés, congénitale, ça commence dès la naissance. Et on a l'étiologie rhumatismale qui est toujours présente chez nous, de plus en plus rare, mais elle est toujours là. Donc, si on prend par exemple les rétrécissements mitral ou aortique, c'est les trois étiologies, mais avec une certaine différence. Dans le rétrécissement aortique, la principale étiologie, elle est dégénérative. C'est lié à l'âge, c'est le rétrécissement aortique calcifié qui se voit généralement chez le sujet âgé. Dans le rétrécissement mitral, l'étiologie principale, c'est rhumatismal. Les autres sont exceptionnels, donc 95% plus, c'est rhumatismal. On peut avoir un rétrécissement mitral dégénératif avec des valves calcifiées, etc., mais c'est rare. On peut avoir un rétrécissement mitral congénital, mais c'est exceptionnel. Donc ça, c'est pour les rétrécissements aortiques et mitral. Pour les régurgitations, donc pour l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique, il faut différencier deux types d'étiologies, les étiologies aiguës et les étiologies chroniques. Donc les étiologies aiguës, généralement, on a trois. Donc infectieuse, c'est l'endocardite, donc une bactérie qui va délabrer la valve et entraîner une insuffisance mitrale ou aortique aiguë, qui peut être grave. On a les traumatismes, donc un coup de couteau par exemple, qui va léser la valve. Et on a, pour la mitrale, on a les syndromes coronaires aigus, donc l'infarctus, qui va toucher le pilier de la valve mitrale ou le ventricule gauche de telle façon qu'il va altérer la fonction de la valve mitrale. Donc, et on a pour la valve aortique les syndromes aortiques aigus, c'est-à-dire la dissection de l'aorte. Une dissection de l'aorte peut toucher la valve aortique et entraîner une insuffisance aortique sévère. Donc ça, c'est les étiologies aiguës. Pour les étiologies chroniques, c'est les mêmes comme les rétrécissements, c'est-à-dire dégénératives, le rhumatisme articulaire aigu, les problèmes congénitaux. Et en plus, on a des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire la valve, elle est normale, mais par exemple, le ventricule gauche n'est pas normal, il est dilaté, etc. On va avoir une insuffisance mitrale. Une aorte dilatée, on va avoir une insuffisance aortique. Donc, pour les dégénératifs, c'est essentiellement le prolapsus, surtout dans le sens mitral. Donc, c'est ça à peu près les différentes étiologies. Pour la physiopathologie, certaines notions importantes. La première notion, c'est le fait que s'il y a une hyperpression dans une cavité, cette hyperpression va se transmettre en amont. Docteur, pardon, Oui, on ne voit pas la diapo. ok. Ça va maintenant? Oui, ça y est, c'est visible. Ok. Donc,
Donc, j'ai dit que pour les valvulopathies, donc on peut avoir des différences et des points communs dans chaque rubrique. Donc, si si pour les étiologies, on a les trois grandes étiologies, c'est la dégénérative, donc c'est lié à l'âge, la congénitale, donc c'est à la naissance, et le rhumatisme articulaire aigu. Pour le rétrécissement aortique, c'est essentiellement le dégénératif qui est le plus fréquent. Pour le rétrécissement mitral, c'est essentiellement la valvulopathie rhumatismale, donc le RA, qui est presque l'étiologie unique. Pour des insuffisances, il faut distinguer les étiologies aiguës et les étiologies chroniques. Pour les étiologies chroniques, on a toujours les mêmes étiologies dégénératives, rhumatismales et congénitales, plus on a des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire la valve, elle est normale, mais soit on a un VGKN qui n'est pas normal, qui va entraîner une insuffisance mitrale, ou une aorte qui est très dilatée, qui va entraîner une insuffisance aortique. Pour les étiologies aiguës, c'est soit bactérienne, donc l'endocardique, soit traumatique, soit l'infarctus du myocarde pour l'insuffisance mitrale et la dissection de l'aorte, donc le syndrome aortique aigu pour la valve aortique. Sur le Docteur, plan une physiopathe, question, s'il vous oui, plaît, pardon. Pour la oui, dilatation aortique, qu'est-ce qui peut donner cette dilatation aortique en chronique, dans les causes chroniques? la dilatation de l'aorte, il y a plusieurs causes. Donc, on a déjà l'âge. Donc, avec l'âge, on a tendance à avoir une aorte dilatée. Donc, certains sujets, avec l'âge, ils vont avoir une dilatation de l'aorte. On a les anomalies du tissu conjonctif. Donc, l'aorte, dans la paroi de l'aortique, il y a du tissu conjonctif, donc du collagène, du tissu élastique. Et donc, si il y a une anomalie du tissu conjonctif, l'aorte va se dilater. Donc, on voit par exemple dans la maladie, le syndrome de Marfan et d'autres anomalies dans ce genre, on aura une aorte dilatée. On peut avoir une aorte dilatée de secondaire d'hypertension artérielle également, chronique, sévère, etc. Ça entraîne une dilatation de l'aorte. On peut avoir des anomalies de l'aorte d'origine inflammatoire, par exemple dans l'arthrite ankylosante, dans les anomalies, les maladies de système, etc. La syphilis peut entraîner des anomalies de l'aorte dans une phase tardive, etc. Donc, il y a plusieurs étiologies. Mais toutes ces étiologies, la valve, elle est pratiquement normale et c'est le problème de l'aorte. C'est fonctionnel. Question, quel type de valvulopathie est le plus fréquent? Donc, actuellement, dans les pays développés, c'est surtout le rétrécissement aortique. Chez nous, c'est également actuellement pratiquement. On n'a pas de statistiques, mais c'est de plus en plus fréquent. Autrefois, c'était surtout les valvulopathies rhumatismales, rétrécissement mitral, etc. Mais on voit actuellement que le rétrécissement aortique, je pense qu'il va être en première position. L'insuffisance mitrale par prolapsus, elle est également assez fréquente actuellement. Le RAA, il est de moins en moins fréquent, mais il est toujours présent malheureusement. Pour la physiopathe, on a une certaine notion à retenir, notamment l'hyperpression. Donc, lorsqu'il y a une hyperpression dans une cavité, on a la pression qui va se transmettre de façon passive vers la cavité d'avant, la cavité en amont. Par exemple, si on prend le rétrécissement mitral, on a un barrage dans la valve mitrale, la pression va augmenter au niveau de l'oreillette gauche pour pour essayer de faire vider pour faire passer le sang vers le ventricule gauche. Donc la pression va augmenter, l'oreillette gauche va se dilater. L'hyperpression va se transmettre vers les veines pulmonaires, ensuite vers la circulation pulmonaire, donc les capillaires pulmonaires, les artères pulmonaires, les cavités droites, etc. Donc on va avoir de la dyspnée due à l'hyperpression dans la circulation pulmonaire, on va avoir de l'insuffisance cardiaque droite liée à l'hyperpression dans les cavités droites, etc. Donc, cette notion, elle est présente dans toutes les valvulopathies, et en fonction de la localisation de l'obstacle ou de la régurgitation. Pardon. Donc, l'hyperpression qui se transmet en amont. Donc, cette notion qu'il faut garder en tête. La deuxième notion, c'est la notion d'excès de volume versus l'excès de pression. Donc, dans les régurgitations, il y a un excès de volume.
Donc, il y a plus de liquide qui arrive. Par exemple, si on prend l'insuffisance mitrale, le ventricule gauche, normalement, il éjecte vers l'aorte. Dans l'insuffisance mitrale, il va éjecter dans l'aorte et dans l'oreillette gauche. Au cours de la diastole, il y a plus de sang qui arrive vers le ventricule gauche. Donc, il y a un excès de volume. Et le ventricule gauche va essayer de s'adapter à cet excès de volume en se dilatant. Donc, pour pouvoir éjecter le plus de sang. Pardon. On a également l'excès de pression. Ça, c'est dans les rétrécissements. Donc, par exemple, dans le rétrécissement aortique, il y a un blocage au niveau de la valve aortique. Il y a une hyperpression dans le ventricule gauche pour essayer de vaincre cet obstacle. Et le ventricule gauche va s'adapter en s'hypertrophiant, en s'épaississant pour faire diminuer sa tension pariétale. Donc, il y a plus de tension sur la paroi ventriculaire gauche. Il va s'épaissir. C'est comme un muscle qui est au cours de la musculation. Donc, un muscle qui va s'hypertrophier pour pouvoir générer plus de force, plus de pression contre l'obstacle. Donc, l'excès de volume dans la régurgitation, normalement, on aura des dilatations. L'excès de pression dans les sténoses, on aura des hypertrophies. Et à la longue, ça va se dilater. Notion physiopathologique importante, c'est les régurgitations aiguës versus les régurgitations chroniques. Exemple, si on prend l'insuffisance aortique, donc il y a le ventricule gauche. Dans l'insuffisance aortique aiguë, le ventricule gauche va éjecter du sang dans l'aorte. Ensuite, ce sang va revenir vers l'aorte. Donc, il y a un excès de volume. Si l'insuffisance aortique survient de façon brutale, par exemple au cours d'une dissection ou au cours d'une endocardite, donc le ventricule gauche n'a pas le temps de s'adapter. Donc, il ne va pas se dilater de façon à pouvoir gérer cet excès de volume. Et il va éjecter plus, il y a plus de sang qui arrive, plus de pression, la pression va augmenter rapidement, puisque le ventricule gauche ne se dilate pas. L'excès de volume va entraîner un excès de pression. Donc, plus de pression dans l'oreillette, dans le ventricule gauche, plus de pression dans l'oreillette gauche, le sang va, plus de pression dans la circulation pulmonaire, le patient va faire un OAP massif rapidement. Par contre, si l'insuffisance aortique se développe de façon progressive, le ventricule gauche va se dilater, donc la pression ne va pas augmenter de façon rapide et le patient peut rester asymptomatique pendant très longtemps grâce à cette adaptation. On a dans la physiopathie également la notion d'insuffisance coronaire qui est présente dans les valvulopathies aortiques. Donc, dans les valvulopathies aortiques, le ventricule gauche va se hypertrophier ou se dilater de façon importante. Il y a plus de besoin en oxygène et il y aura de l'insuffisance coronaire fonctionnelle, également par baisse de la pression dans l'aorte, puisque dans l'insuffisance aortique, par exemple, la pression aortique diastolique elle est basse et il y a moins de sang qui perfuse les coronaires. Donc, il y aura également de l'angor de façon fonctionnelle, même si les coronaires sont normales. Sur le plan physiopathologique, il y a également une dilatation de l'oreillette gauche et avec un risque de fibrillation atriale qu'on voit surtout dans les valvulopathies mitrales, surtout le rétrécissement mitral et l'insuffisance mitrale. Donc ça, la physiopathe rapidement. Sur le plan symptômes, il faut garder que les valvulopathies restent longtemps asymptomatiques, sauf si c'est aigu. Le principal symptôme, c'est la dyspnée d'effort, puisqu'il y a plus de pression qui va dans la circulation pulmonaire. Dans les valvulopathies aortiques, on peut avoir souvent un angor. Dans le rétrécissement aortique, on peut avoir une syncope d'effort. Également, généralement, c'est dû. Le rétrécissement aortique, on peut avoir une syncope d'effort, puisqu'il y a le débit, la valve aorticale est fermée, il y a moins de sang qui arrive vers la circulation cérébrale. Bon, c'est schématique, le mécanisme est plus compliqué, mais donc si le rétrécissement aortique est très serré, il y a moins de sang qui arrive vers le cerveau et à l'effort, on peut avoir une syncope. Dans le rétrécissement mitral, on peut avoir de l'hémoptysie, donc la circulation pulmonaire elle est submergée et des globules rouges qui passent dans le sang, dans les branches, dans les alvéoles et les branches, et on peut avoir une hémoptysie. Dans le rétrécissement mitral, on peut avoir des accidents thromboemboliques systémiques, donc un AVC, une ischémie aiguë du membre, puisque l'oreillette gauche elle est très dilatée, et elle peut thromboser, et le thrombus peut passer dans la circulation systémique. Donc on revoit quelques questions.
Donc, le prolapsus mitral, c'est quoi? Le prolapsus, donc je n'ai pas de schéma explicatif. Le prolapsus, c'est la valve qui est tellement la valve, elle est il y a un excès tissulaire, donc la valve, elle est anormale et de telle façon, elle ne se ferme pas correctement, elle passe dans l'oreillette gauche. Par exemple, la valve mitrale, au lieu de se fermer correctement, elle va revenir en arrière vers l'oreillette gauche et il y a un passage du sang vers l'oreillette gauche. Donc, tellement elle est longue, la valve, le feuillet valvulaire, il est long, ou avec un excès tissulaire, il va se prolaber, donc passer. Si je trouve un schéma, je vais l'exposer après. OK. Donc, sur le plan examen clinique, c'est le symptôme, le signe le plus important, c'est le souffle. Pour comprendre les souffles, il faut comprendre le cycle cardiaque et la physiopathologie de la valvulopathie. Si on prend par exemple le rétrécissement mitral, donc ça c'est en noir, c'est la pression ventriculaire. En rouge, c'est la pression auriculaire. Donc la pression, ça c'est la systole, ça c'est la diastole. Donc au cours de la systole, le ventricule gauche se contracte, donc sa pression va augmenter. Ensuite, il va se relâcher. Lorsqu'il se relâche, la valve aortique va se fermer, ça donne le B2. Donc le ventricule gauche, il éjecte du sang à travers une valve aortique ouverte. Mais lorsqu'il se relâche, la valve va se fermer et on va avoir le B2. Juste après, la pression va chuter tellement, de telle façon, la valve mitrale va s'ouvrir et la diastole va commencer. Donc l'ouverture de la valve mitrale, elle donne à l'auscultation ce qu'on appelle le claquement d'ouverture lorsque la valve elle est très remaniée. Ensuite, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, il y a un gradient de pression. Donc, il y a une hyperpression de l'oreillette gauche pour vaincre l'obstacle et le sang va passer de façon difficile entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc, ça va donner un bruit qu'on appelle le souffle ou le roulement diastolique. Donc, le roulement diastolique va diminuer en décrescendo puisque la pression va diminuer de l'oreillette gauche au fur et à mesure que le sang se déverse dans le ventricule gauche. Et la pression du ventricule gauche va augmenter au fur et à mesure qu'il se remplit jusqu'à ici, là c'est la systole auriculaire. Donc là c'est la systole auriculaire, c'est concomitant avec l'onde P. Donc l'oreillette gauche va se contracter pour éjecter le reste du sang et ça donne ce qu'on appelle un renforcement présystolique. Donc ça c'est l'auscultation typique d'un RM. Donc claquement d'ouverture de la mitrale, un roulement diastolique, oui, un renforcement présystolique. Donc, en comprenant le cycle cardiaque, je n'ai pas le temps de détailler plus, mais vous pouvez revoir ça. Donc, en comprenant le cycle cardiaque dans la physiologie, en comprenant la physiopathie de la valvulopathie, vous comprenez les signes auscultatoires, donc le souffle qui est le signe le plus important. Pour le CG, donc, on a des signes en commun et un signe qui est distinctif. Par exemple, la fibrillation auriculaire, on la voit surtout dans le rétrécissement mitral, un peu moins dans l'insuffisance mitrale, puisque l'oreillette gauche elle est dilatée à cause de l'hyperpression. L'hypertrophie auriculaire gauche également, donc on la trouve dans le rétrécissement mitral et l'insuffisance mitrale essentiellement. L'hypertrophie ventriculaire gauche, on peut la trouver dans toutes les valvulopathies, sauf le RM. Dans le rétrécissement mitral, il y a un barrage mitral, le ventricule gauche il est épargné. Donc, il n'y a pas beaucoup de pression dans le ventricule gauche et on n'aura pas une HVG. Une hypertrophie ventriculaire droite, par contre, on peut la trouver dans le rétrécissement mitral évolué, puisque l'hyperpression va passer de l'oreillette gauche vers la circulation pulmonaire et ensuite vers la circulation vers les cavités droites. La radiographie thoracique, également, tout est basé sur la physiopathologie. Donc, on peut avoir de la cardiomégalie essentiellement dans l'insuffisance aortique et dans l'insuffisance mitrale, puisqu'il y a une régurgitation, il y a une dilatation. Donc, il
il y a forcément une cardiomégalie. Dans le rétrécissement aortique, il y a une hypertrophie. Donc, la cardiomégalie, généralement, elle est très tardoche, ne se dilate pas. Donc, on n'aura pas généralement de cardiomégalie au dépend des cavités gauches, mais on peut avoir une dilatation de l'oreillette gauche dans le rétrécissement mitral et l'insuffisance mitrale, une dilatation de l'oreillette droite dans le rétrécissement mitral. Les signes d'OAP sont retrouvés surtout dans le rétrécissement mitral, rapidement, et dans les régurgitations aiguës. Dans les autres, c'est assez tardif. Donc là, c'est un exemple de radiographie thoracique typique d'un rétrécissement mitral. Donc, il n'y a pas de cardiomégalie importante, le ventricule gauche n'est pas vraiment dilaté. L'oreillette gauche, qui est située, qu'on voit sur l'arc médian du bord gauche. Donc, le bord gauche du cœur, ici, c'est le ventricule gauche. Ici, c'est l'oreillette gauche. Elle est bombée. Normalement, elle va être concave. En cas de RM, elle est convexe. Ensuite, là, c'est l'oreillette droite. Sur le bord droit, on aura un aspect en double contour. Donc, ça, c'est l'oreillette gauche, à peu près. Et ça, c'est l'oreillette droite. L'oreillette gauche, elle est très dilatée. Et l'oreillette droite également. Donc, c'est typique d'un rétrécissement mitral. Le cœur est plus ou moins triangulaire. Plus les signes de l'OAP, donc les îles qui sont surchargées, avec presque un aspect en aile de papillon. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais les îles sont assez surchargées quand même. L'échocardio, c'est l'examen clé. Donc, en principe, vous n'êtes pas censé connaître les détails de l'écho, mais au moins, vous savez l'intérêt. L'écho, c'est pour faire le diagnostic positif, pour évaluer la sévérité de la valvulopathie, pour évaluer le retentissement et rechercher les lésions associées et donc évaluer l'indication opératoire. Donc, l'écho, c'est l'examen clé. La coronarographie préopératoire, elle est systématique dans toutes les valvulopathies. Dès que l'âge dépasse 40 ans pour l'homme, parfois même 35 ans. Donc, chez la femme ménopausée également, il faut faire une choro-préop. S'il y a des facteurs de risque d'athérosclérose, il faut faire une choro-préop. Et s'il y a des symptômes ou des signes d'ischémie myocardique, donc un patient qui fait de l'angor ou des modifications de l'ECG qui évoquent une cardiopathie ischémique, il faut faire une coronarographie préop pour, lorsqu'en cours du geste, si on remplace la valve par exemple, s'il y a une lésion coronaire associée, on fait un pontage associé. Ce qui est très fréquent surtout dans le rétrécissement aortique, chez le sujet âgé. Le traitement, globalement, il y a un traitement médical qui vise les symptômes beaucoup plus. Donc, on va donner des diurétiques s'il y a de l'insuffisance cardiaque, des bêta-bloquants s'il y a des palpitations, de la tachycardie, etc. On anticoagule s'il y a de la FA, surtout en cas de rétrécissement mitral, par les AVK généralement. L'indication opératoire, généralement, c'est pour les valvulopathies sévères, par l'échocardio. Donc, lorsqu'on fait l'écho, on trouve une valvulopathie sévère, un rétrécissement aortique très serré, un rétrécissement mitral serré, une insuffisance mitrale grade 3, etc. Donc, la sévérité, c'est à l'écho. Plus si le patient est symptomatique. Donc, il faut que la valvulopathie soit sévère avec des symptômes pour le patient, ou bien, même s'il n'y a pas de symptômes, s'il y a un retentissement important, s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, là, c'est l'indication opératoire également. Donc, les gestes, on peut faire des gestes percutanés sans ouvrir, par cathétérisme, par exemple une dilatation mitrale percutanée pour le R1, un TAVI. Le TAVI, c'est un remplacement aortique par voie percutanée. Donc, une valve qu'on introduit par l'artère fémorale, et une valve montée sur un stent. Donc, on fait monter le stent jusqu'au niveau de la valve aortique et on le largue on largue la valve au niveau de la valve aortique, de l'orifice aortique. On peut faire une chirurgie conservatrice, ce qu'on appelle une plastie, donc sans remplacer la valve, sur le nerf d'eau la valve. On peut faire ça dans l'insuffisance mitrale, surtout en cas de prolapsus. Lorsqu'il y a un rhumatisme, la valve, lorsqu'il y a un rhumatismal, généralement la valve est très remaniée. On ne peut pas faire de plastie. Mais pour le prolapsus, généralement, on peut faire une plastie, ce qui est vraiment souhaitable. C'est mieux que le remplacement valvulaire. Pour la valve aortique, on peut faire également parfois des plastiques. Une question sur le MitraClip. Le MitraClip, c'est une intervention percutanée également. C'est un genre de plastie percutanée. On le fait généralement pour les patients qui sont en insuffisance mitrale
généralement fonctionnels. C'est des patients en insuffisance cardiaque sévère, avec des fractions d'éjection basses, avec des insuffisances mitrales sévères. On ne peut pas les opérer parce qu'ils sont à très haut risque. Donc, on peut faire une intervention percutanée, une sorte de plastie par le MitraClip. C'est un dispositif qui va entraîner une réduction de l'orifice mitral pour diminuer l'importance de l'insuffisance mitrale. On peut faire même un remplacement valvulaire mitral percutané. Actuellement, on commence à le faire. Pas chez nous, bien sûr. C'est encore très récent. Si la valve est très remaniée, etc., on fait un remplacement valvulaire, soit par une prothèse biologique. La prothèse biologique, l'inconvénient, c'est la dégénérescence. Donc, avec le temps, elle dégénère. Donc, on la réserve pour les sujets âgés, au moins 65, 70 ans. Et elle est intéressante en cas de désir de grossesse, puisqu'elle ne nécessite pas généralement une anticoagulation. La valve mécanique, par contre, il y a le risque thrombotique, il est élevé, donc il faut anticoaguler par des antivitamines K. Et chez les sujets jeunes, il n'y a pas de risque de dégénérescence. C'est intéressant pour les sujets jeunes. Docteur, pardon. Oui. Quelles sont les valvulopathies qui contre-indiquent une grossesse? Donc, les valvulopathies et la grossesse, donc, en fonction de la sévérité de la valvulopathie. Donc, si la valvulopathie elle est au stade opératoire, donc, on ne va pas autoriser une grossesse. Donc, il vaut mieux, la patiente, généralement, c'est avant la conception. Donc, il faut discuter avec la patiente avant la conception, avant la grossesse. Donc, sinon, le problème chez nous, c'est que souvent les patientes viennent après la conception. Donc, on est devant le fait accompli et c'est des situations parfois très difficiles. Donc, si dans le rétrécissement mitral serré, le rétrécissement aortique serré sont très mal tolérés. Donc, généralement, on ne continue pas la grossesse. Donc, souvent, on essaye de dilater la valve mitrale. On perd au cours de la grossesse. On peut dilater la valve aortique également, si c'est possible. Donc, sinon, si ce n'est pas possible ou si la patiente est très symptomatique, on est obligé d'arrêter, d'interrompre la grossesse. Les insuffisances mitrales et les insuffisances aortiques sont généralement assez bien tolérées. Donc, généralement, on continue la grossesse avec surveillance, bien sûr, en collaboration avec les gynécologues. Pour la prothèse mécanique, est-ce qu'il faut des AVK à vie? Oui, bien sûr. Donc, c'est à vie. Pour la valve biologique, on n'a pas besoin généralement d'anticoagulants, sauf s'il y a d'autres fibrillations auriculaires associées. Donc, il n'y a pas de question. On passe à la question sur l'embolie pulmonaire. La question, c'était sur l'aspect ECG, notamment l'aspect S1Q3. Donc, ça, c'est un ECG d'une embolie pulmonaire. Donc, on trouve souvent une tachycardie sinusale. L'aspect assez typique, c'est. Donc, il faut savoir que l'ECG n'est pas spécifique. Donc, l'ECG peut être complètement normal. Donc, ça n'élimine pas une embolie pulmonaire. Donc, on peut avoir un aspect, le plus typique, c'est l'aspect S1Q3. S1, c'est-à-dire qu'il y a une onde S qui est assez profonde en D1, bien visible, et une onde Q qui est assez visible en D3, avec une onde T généralement négative. On dit S1, Q3, T3. Donc, c'est dû à la dilatation du ventricule droit. Donc, il y a un obstacle à l'éjection pour le ventricule droit. Il va se dilater assez rapidement et ça donne ces aspects à l'ECG. On peut avoir un bloc de branche droit, on peut avoir un rabotage de l'onde R en antérieur avec des ondes T négatives. C'est des signes de surcharge sur le ventricule droit. Mais le diagnostic n'est pas basé sur ça. Généralement, il faut évoquer largement le diagnostic. Si la probabilité est très élevée, faire un angioscanner. Si la probabilité est faible, on fait des dédimères. Si c'est négatif, on peut éliminer. Si c'est positif, on passe un angioscanner. On a quelques questions sur l'insuffisance cardiaque.
Notamment, c'était est-ce qu'il y a une différence entre insuffisance cardiaque et insuffisance cardiaque congestive? Non, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la même chose. Mais actuellement, on dit insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque congestive, c'est un peu ancien comme terme. Il y avait une question également sur les contre-indications des bêta-bloquants, notamment sur les troubles conductifs majeurs. Donc, les bêta-bloquants bloquent les récepteurs bêta du système sympathique. Le système sympathique, normalement, il entraîne une tachycardie, une augmentation de la contractilité. Donc là, on va bloquer ces récepteurs. Donc, on peut entraîner une bradycardie avec parfois des BAV. Donc, si le patient a déjà une bradycardie ou s'il fait déjà un BAV, donc on ne peut pas donner les bêta-bloquants. Donc, une fréquence cardiaque basse contre-indique les bêta-bloquants. Donc, pour les schémas, ils ne sont pas clairs. Je suis désolé, mais... donc, ça, c'est pour les contre-indications des bêta-bloquants. Bien sûr, on a d'autres contre-indications comme l'asthme, le patient qui est en état de choc ou une hypotension sévère. Donc, ça, c'est des contre-indications. La FA n'est pas une contre-indication en bêta-bloquant, au contraire. C'est une bonne indication pour ralentir la fréquence cardiaque, sauf si on peut avoir des FA avec une fréquence cardiaque basse. OK. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous parler sur Oui, le massage carotidien en urgence. Est-ce que vous le faites toujours et c'est quoi l'intérêt de ce geste? Merci. massage carotidien. Oui, Massage carotidien en urgence. oui, Euh, le massage du sinus carotidien, donc c'est une manœuvre qu'on utilise en cas de tachycardie supraventriculaire. Donc le patient va consulter avec, pour des palpitations plus ou moins bien tolérées. Parfois, c'est très mal toléré avec des syncopes ou des hypotensions sévères. Et si on fait le CG, s'il y a une tachycardie supraventriculaire, je vais essayer de partager un ECG avec une tachycardie supraventriculaire. Voilà. Donc là, c'est un aspect typique d'une tachycardie supraventriculaire. Donc, c'est une tachycardie puisque la fréquence elle est supérieure à 100. Et c'est une tachycardie supraventriculaire puisque le QRS est fin et il n'y a pas d'onde P. Ça, c'est l'onde T. Donc, QRS-T, 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 QRS-T. Donc, on appelle ça une tachycardie supraventriculaire paroxystique. Le patient vient en urgence avec une crise d'installation brutale. Donc, si cette TSV elle est bien tolérée, donc d'abord, si elle est mal tolérée, c'est-à-dire le patient fait une hypotension, un état de choc, etc., là, il faut faire un choc électrique externe en urgence. Si elle est bien tolérée, on peut essayer de faire ce qu'on appelle les manœuvres vagales. Notamment, on peut faire la manœuvre de Valsalva. Donc, le patient expire à glotte fermée. Donc, il y a des vidéos sur YouTube, si vous voulez, pour voir comment on fait les manœuvres vagales. Ou bien, on peut faire le massage du sinus carotidien, donc de façon unilatérale. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de souffle à l'auscultation carotide, sinon il ne faut pas faire ce massage. On peut entraîner des AVC. Et juste sous l'angle maxillaire. Donc, juste sous l'angle maxillaire, on peut palper le pot carotidien. On fait un petit massage, donc des petits mouvements rotatoires et avec une certaine pression continue pendant quelques secondes. Et ça peut être très efficace et arrêter brutalement la tachycardie. Mais parfois, ce n'est pas efficace et il faut injecter des médicaments dans ce cas
pour arrêter cette tachycardie supraventriculaire. D'accord, merci beaucoup, docteur. Une deuxième question, si vous permettez, pour Oui, les indications du choc électrique externe en urgence. Quelles sont les indications? c'est simple. Une règle d'or en rythmologie, tout trouble de rythme mal toléré, il faut faire un choc électrique externe. Mal toléré, c'est-à-dire généralement hypotension, état de choc, ou bien une insuffisance cardiaque sévère, donc un OAP massif, ou bien une douleur thoracique avec un angor sévère. Donc, c'est trois signes. Donc, angor, insuffisance cardiaque, OAP, ou surtout l'hypotension, plus ou moins les signes de choc, ça signe un trouble de rythme mal toléré. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc la TSP, si elle est accompagnée de ces signes, il faut faire un choc électrique. On peut avoir des tachycardies ventriculaires également généralement mal tolérées. On peut avoir un arrêt cardiaque, donc un patient en arrêt cardiaque, on fait un scope, on va voir le rythme. On trouve généralement une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire un rythme complètement chaotique. Là, il faut faire également un choc électrique externe en urgence. Donc, si je comprends bien, tous les rythmes sont choquables sauf la systolie. Là, c'est dans l'arrêt cardiaque. Dans l'arrêt cardiaque, on a quatre rythmes possibles. Soit une asystolie, donc un tracé plat, soit une dissociation électromécanique, c'est-à-dire on trouve quelques QRS, mais il n'y a pas de pouls, le patient est en arrêt cardiaque. Soit on trouve une tachycardie ventriculaire, donc des QRS réguliers en fréquence rapide, large, des QRS larges, soit une fibrillation ventriculaire, donc juste un rythme chaotique irrégulier. Euh, donc, il faut choquer la TV, donc la tachycardie ventriculaire, ou la FV. Si le patient est en asystolie ou en dissociation électromécanique, on ne choque pas. Merci, docteur. On a une question ici. Si la fraction d'éjection est inférieure à 30%, est-ce que le patient peut supporter une chirurgie lourde sous CEC, par exemple? Bon, ça dépend de l'indication. Donc, si un patient, par exemple, a une insuffisance mitrale avec une fraction d'éjection à 30%, généralement, on n'opère pas. Si par contre, c'est un rétrécissement aortique avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, normalement, on opère. Un rétrécissement aortique serré. Si on a une maladie coronaire, donc des lésions coronaires sévères avec une fraction d'éjection basse, donc généralement, on essaie d'opérer quand même. Donc si on arrive à opérer, donc ça dépend, les chirurgiens et les anesthésistes parfois refusent ces patients, mais si le patient est plus ou moins dans un bon état, on essaie d'opérer quand même. Donc ça, si vous parlez de la chirurgie, CEC, donc chirurgie cardiaque. Pour les autres chirurgies, donc il faut que le patient soit bien conditionné avec le traitement, etc. Et si on arrive à l'opérer, donc on essaye de l'opérer quand même. Ce n'est pas une contre-indication en soi. Est-ce que vous pouvez nous parler des extrasystoles auriculaires? Donc là, il faut que je partage quelques images de préférence. Voilà. Voilà. Bon, je profite pour vous faire voir. Ça, c'est une tachycardie ventriculaire. Donc, c'est un rythme rapide, tachycardie, avec des QRS larges. Donc, généralement, c'est ventriculaire. Donc, là, si c'est mal toléré, on choque. Et c'est un rythme possible au cours de l'arrêt cardiaque également. Là, par contre, j'ai pas de rythme, j'ai pas d'image pour la fibrillation ventriculaire. Bon, donc, pour les extrasystoles auriculaires, hum,
Voilà. Donc ça, c'est une image où il y a des extrasystoles auriculaires. Donc, bon, c'est pas très clair. Je préfère celle-là. Voilà. Donc, ici, ici, vous voyez, ça, c'est un complexe avec un rythme sinusal. Donc, P, QRS, T, P, QRS, T. Là, c'est une. Bon, c'est un peu compliqué. Je préfère écrire. Voilà. Donc, P, QRS, T. Ah, là, c'est clair. Donc, P, QRS, T. Ensuite, on a une onde P de morphologie précoce par rapport au rythme sinusal, par rapport au rythme, qui survient juste après l'onde T, qui est de morphologie différente par rapport à l'onde P sinusale. Euh, donc, ça va donner un complexe précoce par rapport au rythme normal. Donc, ça, c'est une onde P normale. Ensuite, une onde P précoce de morphologie différente avec un QRS fin généralement. Donc, ça, c'est une extrasystole auriculaire. Donc, en clair, les extrasystoles. On dit extrasystole, c'est-à-dire un complexe précoce. Donc, on a un rythme régulier, tac, tac, tac. Ensuite, on a un complexe qui tombe avant l'emplacement normal. On parle d'extrasystole. L'extrasystole peut être auriculaire ou, on va dire, supraventriculaire, auriculaire ou jonctionnel, ou bien ventriculaire. L'extrasystole auriculaire, c'est un foyer ectopique qui naît d'une autre zone dans l'oreillette, plutôt que d'une sinusale. Donc, un autre foyer qui va décharger, il va décharger avant le nez sinusal. Donc, ça va donner une onde P qui est différente un peu de l'onde P qui est sinusale, de morphologie différente, qui est précoce et qui est suivie d'un QRS. On a l'extrasystole ventriculaire, c'est un foyer ectopique dans les ventricules qui va décharger avant l'onde P sinusale. Donc, il va donner des QRS, mais sans onde P. Donc, puisqu'il décharge du ventricule, donc il va donner un QRS qui est large, non précédé d'une onde P. Donc, on parle d'extrasystole ventriculaire. Les extrasystoles, c'est très fréquent, c'est même chez le sujet normal. Donc, si ce n'est pas symptomatique, si on ne les ressent pas, on ne les traite pas, si c'est très fréquent et gênant, donc on va les traiter. Et si le cœur est sain, généralement c'est banal. Donc s'il n'y a pas de dysfonction BG, etc., généralement le pronostic est bon, généralement. Docteur, pour le QRS généré par la paix de l'extrasystole auriculaire, est-ce qu'il est différent aussi Non, par le rapport aux autres? QRS, généralement le QRS est le même. Lorsque l'on paie d'origine auriculaire, on a le même QRS, généralement. D'accord. Et docteur, pour la dissociation électromécanique en cas d'arrêt cardiaque, comment on fait le Oui. diagnostic? Est-ce que c'est par rapport au pouls, l'absence de pouls? Voilà, donc le patient est en arrêt. Donc généralement, le patient va tomber devant vous ou bien vous êtes devant un patient qui paraît inconscient. Donc d'abord, on vérifie la conscience. Donc on va le stimuler pour voir s'il est conscient ou non. Si on pense qu'il est, donc s'il ne se réveille pas, donc il est inconscient, on va vérifier la respiration. Quand on se rapproche de lui, on vérifie les mouvements thoraciques, les mouvements de l'air. Donc s'il n'y a pas de respiration, donc, on présume que c'est un arrêt. Donc, si on est habitué à prendre le pouls, etc., donc on va vérifier le pouls. Sinon, surtout pour les gens, donc pour le public, donc on les conseille de ne pas rechercher le pouls. S'il n'y a pas de respiration, on considère que le patient est en arrêt et on commence les gestes. Donc, on appelle les secours, on fait le massage cardiaque, le bouche à bouche. Et on fait, lorsque les secours arrivent, on va vérifier le scope, on va voir le rythme. Si on est habitué à voir le pouls, donc on va ausculter, rechercher le pouls carotidien ou le pouls fémoral et on voit ce qu'il y a sur le CG, sur le scope. Si le pouls est absent avec des complexes QRS à l'ECG, on parle de dissociation électromécanique. C'est l'équivalent de la systolyse. Donc, c'est le même traitement. Euh, on a quelques questions ici. S'il vous plaît, un mot sur les blocs de branches droit et gauche. Donc, les blocs de branches, c'est
Je vais rechercher si je peux voir, si je peux avoir des images. Bloc de branche. Voilà. Donc, pour comprendre les blocs de branche, il faut comprendre le QRS, comment le QRS se forme. Donc, on va prendre deux dérivations, V1 et V6. Pardon. Donc, V1 et V6. Le QRS en V1, il commence par une petite onde positive, c'est l'onde R, et il se termine par une onde négative, c'est l'onde S. Donc, petit r, grand S. En V6, c'est l'inverse. Il commence par une petite onde négative, onde Q, et une onde positive ample, c'est l'onde R. Donc, ça, c'est l'aspect normal. Cet aspect est dû à la dépolarisation, d'abord du septum ventriculaire, donc on ne va pas refaire le cours de CG, mais si vous voulez, retenez bloc de branche, c'est-à-dire le QRS est large. Large, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0,12, c'est-à-dire trois petits carreaux. Donc, comme ici, le QRS dépasse trois petits carreaux. Donc, on dit que c'est un bloc de branche. Le bloc de branche peut être droit ou gauche. Dans le bloc de branche droit, on a le début du QRS et comme le QRS normal. Donc, hein, vous voyez petit r, grand S. Ensuite, on a une partie positive qu'on appelle R'. Donc, R, S, R', c'est en oreille de lapin. En V6, c'est la même chose. Le début du QRS, c'est le même. Petite onde Q, une onde R ample et on aura une troisième onde S qui est large. Donc, là, c'est typique du bloc de branche droit. Pour le bloc de branche gauche, il déforme complètement le QRS. Il va donner un complexe négatif ici, large, et un complexe positif ici, crocheté, en M, en V6. Donc, en résumé, il faut mesurer la durée du QRS. Si c'est supérieur ou égal à 0,12, c'est-à-dire trois petits carreaux, on dit qu'il y a un bloc de branche. Il peut être droit ou gauche. Si le complexe est plutôt positif en V1, c'est un bloc de branche droit. S'il est plutôt négatif en V1, c'est un bloc de branche gauche. Donc, on n'a pas assez de temps pour détailler tout, comment se forme le QRS, la dépolarisation du septum, la dépolarisation de la paroi libre, en cas de bloc de branche droit. Bon, donc, c'est un peu compliqué, on n'a pas assez de temps, mais bon, c'est pas compliqué, mais ça nécessite plus de temps. Donc, où on est avec les questions. Bloc de branche. La décompensation cardiaque et ses causes. La décompensation cardiaque, donc il faut toujours rechercher une cause à la décompensation cardiaque. Décompensation cardiaque, c'est-à-dire un patient qui présente des œdèmes, des signes cliniques de l'insuffisance cardiaque qui s'installe assez rapidement, donc en quelques jours. Donc le patient, il était bien. Ensuite, il commence à faire de la dyspnée qui s'aggrave progressivement, voire il va se présenter avec un tableau d'OAP, donc détresse respiratoire avec des rats crépitants, ou bien une décompensation cardiaque plutôt droite, donc des œdèmes des membres inférieurs, hépatomégalie, surgestion jugulaire. Il faut toujours rechercher une cause sous-jacente. Donc, on a l'étiologie de l'insuffisance cardiaque et on a le facteur déclenchant la décompensation. Il faut rechercher les deux. Donc, les facteurs de décompensation, c'est par exemple une ischémie myocardique. Donc, un patient qui était stable, il fait seulement coronarien aigu, il va faire une décompensation cardiaque. Une endocardite, donc il était bien, une valvulopathie bien compensée. Ensuite, il va faire une endocardite, il va faire une insuffisance cardiaque aiguë, une décompensation cardiaque, ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque aiguë.
un trouble de rythme. Le patient il était en rythme sinusal, il était bien. Subitement, il fait une fibrillation auriculaire, il va décompenser. Un excès dans l'alimentation, donc il va manger salé, bien il arrête son traitement. Ça, c'est des facteurs de décompensation très fréquents. Une anémie peut décompenser une naissance cardiaque, un effort très important, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs. Une embolie pulmonaire peut décompenser une naissance cardiaque. Donc, il faut toujours rechercher ces facteurs et les traiter. Et donc, si on arrive à les traiter, on va améliorer le pronostic et l'état des patients. Une autre question, la conduite à tenir pratique en cas de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage et une bloc droit et gauche se traduit comment sur l'ECG? Bon, la conduite à pratique en cas de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage, donc ça c'est un cours, donc on peut en parler sur des heures. Mais globalement, donc sur le plan diagnostique, il faut essayer de faire, donc il faut faire un bon interrogatoire et faire un ECG au moindre doute. Donc il faut toujours essayer de faire un ECG. Donc on a une erreur très fréquente, malheureusement, que beaucoup de médecins font. Le patient se présente avec un tableau qui évoque un syndrome coronaire aigu et ils vont demander la troponine sans faire de CG. Donc, on va perdre beaucoup de temps alors que le patient est en sus-décalage. Et si le patient est en sus-décalage, c'est l'urgence extrême. Donc, il faut essayer de reperfuser très rapidement. Donc, il faut envoyer le patient vers un centre où on peut faire une angioplastie primaire ou, à défaut, thromboliser le patient. Donc, plus le traitement médical, bien sûr. Donc, on va donner des bêta-bloquants, des anticoagulants, des antiagrégants. Donc, généralement, une double antiagrégation par l'aspirine et un autre antiagrégant, soit soit le Plavix, soit le ticagrelor, donc le Brilique. Et on va donner des anticoagulants, généralement des HBPM, du Lovenox. On va donner des statines à forte dose. On va donner des IEC pour éviter le passage en insuffisance cardiaque. Donc ça, on va ralentir, on va soulager la douleur par la morphine ou les dérivés morphiniques, etc. Donc c'est ça à peu près, on peut résumer le traitement. L'hémibloc droit et gauche, l'hémibloc droit. Donc, en résumé, les hémiblocs se traduisent par une déviation axiale. Donc, un hémibloc gauche va donner une déviation axiale gauche. Donc, un patient qui a une déviation axiale gauche importante, donc souvent c'est un hémibloc antérieur gauche. L'hémibloc postérieur gauche, donc il n'y a pas d'hémibloc droit. Donc, on a des hémiblocs. C'est la branche gauche du faisceau de His, elle se divise en deux hémibranches, antérieure et postérieure. Donc, l'hémibranche antérieure, ça donne une déviation axiale gauche. Le bloc de l'hémibloc postérieur, ça donne une déviation axiale droite. Cependant, pour l'hémibloc antérieur, il est très fréquent. Donc, la déviation axiale gauche, elle est très fréquente. L'hémibloc postérieur, par contre, il est rare. Même si on trouve une déviation axiale droite, il faut d'abord éliminer autre chose avant de penser à l'hémibloc postérieur. Par exemple, une hypertrophie ventriculaire droite, ça donne une déviation axiale droite. Donc, s'il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire droite, là, on peut penser à un hémibloc postérieur gauche, qui est rare. Donc, il faut d'abord penser à l'hypertrophie ventriculaire droite. Si on trouve des ondes R amples en V1, V2, donc ça évoque une hypertrophie ventriculaire droite. Et avant de penser à l'hémibloc postérieur. L'hémibloc antérieur, c'est banal, c'est très fréquent, c'est souvent secondaire à l'HBG. L'hémibloc postérieur, c'est rare. Donc, s'il est associé à d'autres troubles de conduction, par exemple un bloc de branche droit plus un hémibloc postérieur, donc on a un risque de passer en BAV complet, mais c'est un risque faible quand même. Schéma sur la topographie de l'ECG. Malheureusement, j'ai perdu le fichier sur l'interprétation de l'ECG. Je pense qu'on peut avoir un schéma.
Voilà. Voilà, la topographie c'est essentiellement dans la pathologie ischémique. Donc, on a trois territoires. Donc, le territoire antérieur, c'est V1, V2, V3, V4. Si on a des anomalies sur le CG, sur ces dérivations, au moins deux. Au moins deux dérivations entre V1 et V4. Et on parle d'une anomalie au niveau du territoire antérieur. Pour le territoire inférieur, c'est D2, D3, AVF. Le territoire latéral, c'est D1, AVL et V5, V6. Pardonnez-moi, je vais mettre le PC en 2 minutes. Voilà. Topographie de l'ECG, par exemple, lorsqu'on a un ST positif, comment je peux connaître le territoire? Donc voilà, j'espère que c'était clair. Donc, trois territoires, antérieur V1, V4, inférieur D2, D3, AVF, et latéral D1, AVL, V5, V6. Si vous pouvez nous parler du signe de Cabrera, merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles recommandations concernant le PBT complet? Donc, le signe de Cabrera, c'est un crochetage sur la branche ascendante de l'onde S en cas de bloc de branche gauche, généralement en V4. Donc, c'est un signe qui témoigne qu'il y avait. Donc, pour le diagnostic d'un infarctus du myocarde au cours du BAV, au cours d'un bloc de branche gauche, c'est un peu difficile, puisque le bloc de branche gauche, il donne déjà des ondes Q. Et donc, si on trouve un bloc de branche gauche, on peut pas savoir est-ce que le patient a déjà fait un infarctus. Mais si on trouve un petit crochetage dans la l'onde S, dans la branche ascendante de l'onde S, en V4, donc ce qu'on appelle le signe de Cabrera, ça évoque que le patient a déjà fait un infarctus dans le territoire antérieur. Bon, généralement, on fait une écho et on voit s'il y a un trouble de la cinétique dans le territoire antérieur. Hum, Quelles sont les nouvelles recommandations concernant le BBD complet? Donc, le bloc de branche droit complet, généralement, c'est banal. Donc, on le trouve même chez le sujet normal. Donc, si le sujet est asymptomatique et si l'examen physique est normal, on ne va pas s'inquiéter devant un bloc de branche droit. Si le patient est symptomatique, s'il fait de la dyspnée d'effort, par exemple, s'il fait des syncopes, là, il faut explorer, faire une échocardio ou une exploration électrophysiologique, et ça dépend de la situation. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions ou plus d'éclaircissements. On n'entend pas, Ptiel. Alors, docteur, nous vous remercions d'avoir enrichi nos connaissances et de nous avoir guidés durant cette séance de révision. Nous espérons qu'elle ne sera pas la dernière fois qu'on travaille ensemble. Merci. C'est moi qui vous remercie, mais ça a été bénéfique. Et je reste à votre disposition pour d'autres initiatives ou bien si vous avez des questions par mail ou sur Facebook, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, docteur. De rien.
Donc, on peut se quitter. Oui, Ok, merci bon beaucoup. courage et Rabbi يعاونكم. Continuez, bonne continuation. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci.